Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Heureux de vous retrouver après la trêve estivale. Bonsoir c'est Hassan Rachir, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler ce soir d'un sujet qui nous est familier, les Marocains. Mais les Marocains, nous ne savons plus ce qu'ils sont devenus. Ils ont beaucoup changé, le Maroc change, les Marocains aussi. Plusieurs études leur sont consacrées à la société marocaine, en particulier une étude sur les valeurs. C'est Hassan Rachir, vous connaissez bien cette étude pour avoir été le rédacteur de la synthèse. Je l'ai parcourue avec attention et j'ai été frappé par certains chiffres, certains résultats éminemment contradictoires, paradoxaux. Je prends un pour attaquer notre entretien. Les Marocains sont à 74% favorables au dialogue quand il s'agit de l'éducation des enfants. Mais les mêmes sont à 79% favorables, trouvent naturel, que la femme obéisse d'une manière absolue à son mari. Donc deux chiffres, dialogue quand il s'agit des enfants, c'est intéressant d'en parler, nous sommes en plein rentrée scolaire, et obéissance absolue de la femme à près de 80%. Votre commentaire? Bon, d'abord, en bon marocain, je vous remercie. Et puis, oui, ça peut paraître paradoxal quand on analyse et quand on compare les valeurs en faisant abstraction de leur contexte, en faisant abstraction des situations et en faisant abstraction des relations de pouvoir. Hommes et femmes, c'est une relation de pouvoir entre des gens qui sont censés être égaux, alors que le rapport parent-enfant, c'est un rapport qui est un rapport inégalitaire, un rapport également de pouvoir, mais un rapport où le père et les parents peuvent décider. Donc, le paradoxe est le suivant, c'est qu'il y a beaucoup de changements au niveau du discours sur l'enfance, au niveau du discours, notamment le discours scolaire, sur la punition. Depuis les années 60, 70, il y avait quelques velléités d'interdire les punitions corporelles. Donc ça, c'est plus ancien que le discours sur la non-violence à l'égard de la femme, sur l'obéissance de la femme. Donc il y a les deux... Ça ne surprend pas? Si, c'est pas surprenant si on les met dans leur situation. Bien sûr, c'est toujours paradoxal. Pourquoi les mêmes gens, disons, adoptent et approuvent deux valeurs qui sont contradictoires. L'une moderne et l'autre très archaïque. Et l'autre traditionnelle. On va sans doute rencontrer cette contradiction ou ce paradoxe tout au long de notre entretien. Mais avant d'aller plus loin, ce serait intéressant et utile d'expliquer cette enquête qui a été menée il y a quelques années sur les valeurs. Comment vous avez travaillé? Alors, d'abord, il faut signaler que c'est une première au Maroc. C'est la première enquête nationale sur les valeurs. Et nous avons travaillé en équipe dans le cadre du rapport du cinquantenaire de l'indépendance du Royaume du Maroc. Nous avons travaillé en équipe et le problème s'est posé quand les gens voulaient comparer, disons, le passé, l'avenir, au niveau culturel, au niveau idéologique, etc. Et donc, ce qu'il y avait, c'est que des stéréotypes. Et petit à petit, le comité directeur, le comité scientifique, le comité directeur ont jugé utile qu'au lieu de se baser sur des stéréotypes sur ce que sont les Marocains, les valeurs de Marocains, de faire une enquête. Vous l'avez fait sur un échantillon national? Sur un échantillon national qui a couvert toutes les régions du Maroc, c'est un peu plus de 1000 répondants, et sur 6 critères, le sexe, le rural, urbain, les métiers, l'âge, donc toutes les couches sociales. Mais c'est quoi les valeurs? Donc, toutes les couches sociales sont représentées. De façon très simple, les valeurs, c'est le domaine du préférable, c'est le domaine de l'idéal, c'est ce que les gens préfèrent collectivement, mais ces préférences-là, ces préférences collectives sont des préférences normatives, c'est-à-dire que vous devrez, par exemple, aimer votre patrie, vous devrez aimer votre religion. Mais vous pouvez choisir avoir des goûts pour tel ou tel film. Ça, c'est à la limite individuel, personne ne vous oblige à aimer le théâtre, à aimer la musique, etc. Mais par contre, la valeur patrie ou la valeur nation, c'est une valeur parce que vous n'avez pas... Il y a le degré, disons, un degré de contrainte. Mais il n'y a pas aussi un facteur liberté qui est essentiel?
On choisit des valeurs quand on a le choix. On choisit des valeurs et dès qu'on parle des valeurs, c'est qu'il y a des choix. Il y a une diversité. Il y a une diversité et là, on ne parle pas de valeurs, on peut parler d'une culture autoritaire, etc. Donc, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est que imaginez un enseignant qui doit donner 10 sur 10 à chaque fois, donc, à qui on oblige. Donc, s'il n'y a pas de variation, si les gens ne peuvent pas choisir, s'il n'y a pas de diversité de valeurs, on ne peut pas parler de valeurs. On peut parler à la limite de culture. Alors, l'enquête a porté sur différents domaines, famille, tradition, religion, politique. On va attaquer directement la famille. J'étais frappé par quelques chiffres encore. Dans le choix du conjoint, j'ai constaté que la femme à la campagne peut choisir son conjoint à 60%. C'est-à-dire, dans les campagnes marocaines, on accepte que la femme choisisse son conjoint avec une forte majorité, c'est-à-dire 60%. Vous n'avez pas de commentaire sur ce chiffre? Alors, bon, ça suppose une grande évolution de la campagne. Une évolution de la campagne, c'est 60%, et puis c'est autour de 74% au milieu urbain. Donc il y a toujours une différence de 14 points. Pas toujours dans le même sens. Pas toujours dans le même sens, mais ce qui est surprenant, c'est que nous a surpris toute l'équipe, c'est que l'écart entre le rural et l'urbain devient très faible. Donc il n'y a plus une opposition, disons, franche, une opposition claire entre les représentations, les valeurs rurales et les valeurs urbaines. Et donc, bien sûr, il y a la scolarisation, il y a disons, plusieurs processus qui expliquent ce changement. Mais c'est toujours au niveau des attitudes et au niveau des valeurs. Donc, comment les choses se passent, ça c'est une autre toujours question. En ce qui concerne le choix du conjoint, les qualités qu'on exige de l'homme, en priorité, c'est le marcoul, c'est-à-dire le sérieux, le raisonnable. Ensuite, en ce qui concerne la femme, là on est sans surprise, on exige la principale qualité, c'est le hadaga, c'est-à-dire l'absence de paresse. Marcoul aussi. Marcoul aussi. Marcoul aussi, ça vient en premier. Marcoul vient en premier pour la femme aussi. Pour les deux. Pour les deux. Mais, la surprise, la religion, le facteur religieux, tombe à 13%. Ce n'est pas une qualité qui est exigée. Oui. Donc pour l'homme, c'est le marcoul et pour la femme. La différence, c'est que pour l'homme, il y a le revenu stable, en deuxième lieu. Qui est très important. Très important. Il y a la pratique religieuse en troisième lieu. Mais elle est à 13%. Elle est à 13%, en tant que première qualité exigée. Pour la femme, c'est l'hadaga, qu'on peut traduire... La vivacité. Voilà, une vivacité mentale et physique, etc. Et puis vient la famille, l'origine de la famille. Enfin, l'origine familiale. Pour la femme. Pas pour l'homme. Et la pratique religieuse vient en quatrième lieu. Ce qui est essentiel pour l'homme, c'est le boulot. Revenu stable, marcoul, revenu stable, pratique religieuse en troisième. Mais disons les deux. Et quelque chose d'extraordinaire, la beauté, physique, 11%. C'est 11%. On tombe des nues. Il faudra faire une autre enquête sur ça, sur la hiérarchie des qualités. Voilà une enquête qui est censée être un diagnostic, une cartographie relativement grossière, il faut l'admettre. On n'était pas ambitieux sur ce point-là, enfin pas trop ambitieux. Et donc voilà, on croyait que la beauté physique était une valeur dans le choix de la femme. Et on découvre l'enquête révèle que non. Un autre chiffre étonnant pour la campagne, la famille nombreuse, c'est-à-dire le choix d'une famille nombreuse, à la campagne, on est seulement 36% à le vouloir. Oui. Alors qu'on croyait qu'à la campagne, on privilégiait la famille nombreuse. Oui. Là aussi, il y a un grand travail depuis les années 60. C'est là où il y a un travail de l'État, un travail des institutions publiques, un travail des hôpitaux, le planning familial, il y a eu un travail... Il y a des résultats. Il y a des résultats. Et depuis les années 60, et bien sûr, le rural était ciblé, était plus ciblé que l'urbain. Toujours dans le mariage et le choix du conjoint, la mixité, le mariage mixte est banni. La majorité des Marocains sont contre le mariage mixte. 90, 80. Oui, banni, enfin, je trouve il n'est pas choisi, un peu fort. C'est pas le bon mot. Pas le bon mot, mais c'est un peu fort. En tout cas, 90% n'approuvent pas. N'approuvent pas. Bien. La mixité. Mais là, on tombe sur un détail. La fille peut très bien épouser un étranger, dès lors qu'il se convertit. Non musulman, voilà. Non musulman. Oui. Et on trouve un chiffre ahurissant, parce qu'il est très fort, 69%. Donc on veut bien, on est contre le mariage mixte, mais on veut bien que la fille épouse un étranger
pour peu qu'ils se convertissent. Oui, oui c'est deux logiques différentes. C'est deux logiques différentes et deux situations différentes. C'est à cause de l'immigration? À cause de l'immigration. C'est deux logiques différentes. Et l'intérêt de l'étude des valeurs, c'est qu'on ne peut pas, il n'y a pas une valeur qu'on peut juger, qu'on peut évaluer dans l'abstrait. C'est toujours par rapport à une situation, par rapport à une logique, par rapport à l'histoire même de la valeur elle-même. Donc on voit bien, pour la famille étendue et pour la famille nucléaire, les Marocains optent pour la famille nucléaire parce que depuis les années 60, au moins depuis les années 60, sinon même avant, les gens ont appris à vivre, ou au moins à préférer vivre en famille restreinte. Et donc, la famille étendue, qui reste encore une valeur, n'est pas approuvée par au moins 75% au niveau national, pour l'échelle nationale. Une autre surprise, là je fais une digression vers le politique, c'est les femmes et la politique. Les Marocains sont prêts à voter à 82% pour une femme, mais quand on leur demande est-ce qu'ils imaginent qu'une femme soit députée, le chiffre tombe, ils ne sont que 13%. Votre commentaire? Alors là également, le vote pour les femmes, c'est pas ancien. Disons, la première femme élue, c'est les années 90. Là, il n'y a pas encore un travail. La culture politique change au niveau des valeurs abstraites, au niveau des principes, au niveau des attitudes générales, ça change. Donc les gens trouveraient un peu obsolète, réactionnaire, qu'ils disent « je ne veux pas voter pour une femme ». Mais dès qu'on dépasse ce stade-là, dès qu'on dit bon, pour tel ou tel poste, pour tel ou tel métier, à ce moment-là, on revient à une hiérarchie qui est beaucoup plus favorable pour les hommes que pour les femmes. Que ce soit pour le métier, pour l'élu, pour le ministre, etc. Par contre, pour l'enseignement et pour la médecine, ou tout ce qui est paramédical, les gens sont, disons, majoritairement pour... Vous ne diriez pas qu'il y a une schizophrénie marocaine? Non, mais une incohérence? Non, je n'utilise pas ce mot, je ne l'utilise pas. J'essaie tout simplement de dire en quoi les gens peuvent être pragmatiques et peuvent répondre à des situations. Et évoluer. Ça peut être schizophrène quand on utilise de façon transversale les valeurs sans tenir compte des situations et des contextes. Mais dès qu'on met la valeur elle-même ou les valeurs dans leur contexte, dans leur trajectoire historique, on comprend pourquoi il y a telle approbation ou telle désapprobation pour telle valeur. Donc schizophrénie, je ne pense pas, c'est que pour chaque situation, nous-mêmes, selon les situations, on a un discours qui n'est pas toujours le même. Avec mes étudiants, je peux faire un discours relativement rationnel, etc. Mais dans ma famille, je ne vais pas utiliser le même discours. Je n'aime pas le bleu ou le rouge, mais j'aime le bleu pour une cravate et le rouge pour ça, la voiture, etc. Ça, c'est mon exemple préféré. On ne peut pas aimer une couleur. Ça devrait être absurde, parce que si quelqu'un vous dit « j'aime le rouge », tu lui dis « est-ce que tu peux porter une veste rouge ?» Il va te dire non. Enfin, probablement non. Ou des chaussures rouges. Donc, quoi qu'il aime, bien sûr, le rouge, mais il l'aime dans une situation bien déterminée. Et donc, c'est comme pour les couleurs. Donc, il est très difficile, ou même pour la musique, etc., et pour d'autres goûts. Donc, c'est par rapport à des situations. Les gens, s'il y a des noces, il faut pas, même s'il aime le jazz, il ne va pas opter pour le jazz. Parlons des traditions. Alors, les deux notions essentielles en ce qui concerne l'analyse de la tradition dans cette étude, c'est le kelma et niya. Oui. Le kelma, c'est la parole donnée, et niya, c'est, disons, la confiance. Alors, le kelma et niya sont en recul. Si j'ai bien lu, 27% seulement accordent de l'importance à le kelma, à la parole donnée, et 31% à la confiance. Oui. Là, la question n'était pas directement sur la valeur traditionnelle. On ne leur a pas dit est-ce que vous approuvez des gens ou pas. Les situations. Voilà. Mais est-ce que vous trouvez que les Marocains ont encore la niya? Est-ce que vous trouvez que les Marocains respectent encore la parole donnée le kelma? Et là, c'était moitié-moitié. C'était 50% pour les deux. En gros, ce n'est pas la peine de citer les chiffres exactement. 50% trouvent que les Marocains ont perdu la niya et 50% trouvent que les Marocains ne respectent pas la parole donnée.
Donc ce n'est pas est-ce qu'ils valorisent la parole donnée ou la nia, la question n'est pas sur la valeur, mais sur la pratique de la valeur. Est-ce que les Marocains, dans leur pratique quotidienne, respectent ces deux valeurs-là? Et quand on pousse plus loin, pour la confiance et la méfiance, on a 29% qui ont tendance à être confiants, Oui. et on a 65% Oui. qui privilégient la méfiance ou la défiance. Oui, oui. Dans les affaires, oui. Et donc les relations traditionnelles de confiance ont tendance à péricliter. Oui. Comment vous l'expliquez? Maintenant, il faudra peut-être faire la nuance que même dans des situations traditionnelles, il y avait de la défiance. Et je l'explique de la façon... Au marché? Au marché. Je l'explique de la façon suivante. Chaque fois qu'il y a des relations personnelles, des relations de connaissance, la confiance peut s'installer. Chaque fois qu'on est dans des relations impersonnelles, des relations anonymes, dans un marché, dans une joutia, peu importe, à ce moment-là, c'est la défiance qui est. Maintenant, vous avez dans les situations traditionnelles les deux. Et tout dépend de la situation. Est-ce que ce sont... Exemple, le bazar. Le bazar, le souk, c'est le lieu du marchandage. C'est le lieu où chacun peut se faire avoir. Et c'est le lieu où l'information n'est pas crédible, ni sur le poids, ni sur le prix, ni sur la qualité, etc. Donc c'est le royaume de la méfiance. C'est le royaume de la méfiance. Et dans certaines situations, dans la majorité des situations, les Marocains recourent soit à la connaissance, soit aux parents, quand il s'agit d'acheter des choses un peu de valeur et chères. Donc ils recourent à des relations personnelles, les parents, pour ne pas se faire... Contrebalancer. Voilà, pour ne pas se faire avoir. Donc ça, c'est des situations impersonnelles anonymes et on y part en recourant à des